Tout d'abord, comme nous sommes un grand nombre, nous sommes permis de vous couper le micro, donc nous pourrons les réactiver en fin de session pour que certaines questions. Et vous pouvez également, donc du coup, proposer vos questions dans le fil de la conversation et on vous répondra au fur et à mesure ou bien en fin de session, bien au fil de la conversation si c'est possible. Donc moi, je suis Euna Temayor, je suis directrice générale chez Atom. Et nous sommes aujourd'hui ici pour parler des Open Innovation dans un webinaire qui fait partie d'une série des webinaires dédiés à l'innovation et qui est co-organisé par deux acteurs de la cité, Adoc et Atom, et notre partenaire Spring Lab. Donc, la cité, pour celui qui ne la connaît pas encore, et c'est dommage, vous êtes tous bienvenus, c'est un lieu qui est créé sous l'impulsion de la région Occitanie et c'est dédié à l'innovation collaborative et durable au sein d'un lieu symbolique, les anciens halles ATCOR, qui ont été rénovés pour l'occasion. C'est un écosystème complet d'acteurs publics et privés au service des entreprises, quel que soit leur stade de développement. Donc, vous savez, au sein de la cité, 5 acteurs, notamment la région, avec son agence de développement Adoc, son incubateur nouveau. On a aussi un Fab Lab de la cité qui s'appelle les Rose Lab et nous, Atom. Et la finalité, c'est vraiment de permettre à toutes ces entreprises installées au sein de la cité et aux entreprises qui vivotent autour de cet écosystème d'évoluer au sein de communautés d'entrepreneurs innovants pour se développer, pour expérimenter, pour collaborer, pour concevoir et pour faire de l'open innovation aussi. Chez Atom, donc, nous sommes aujourd'hui une communauté, vous l'avez bien compris, des startups, mais pas que, aussi d'entreprises de toute taille et de tout niveau de maturité qui sont tournées collectivement vers la réussite et l'innovation. Aujourd'hui, nous hébergeons plus de 80 entreprises, c'est-à-dire 400 professionnels qui sont prêts à s'impliquer, à investir dans notre communauté. On les fait à travers des 3 services. Donc, on a aujourd'hui des espaces de travail tout inclus qui permet à toute notre communauté de travailler dans les meilleures conditions possibles. On a aussi l'intégration au sein d'une communauté des professionnels d'entreprise qui s'entraident et qui partagent leurs compétences et leur savoir-faire. Et aussi notre influence auprès d'un écosystème régional pour créer des rencontres, des synergies, des opportunités de développement et d'échanges, comme sont par exemple cette série des webinaires. Vous l'avez compris, donc ils ne sont pas le seul dans ce webinaire. Je laisse maintenant Jean-Daniel Voiret, conseiller en innovation, nous présenter Adoc et les services associés. Oui, bonjour à tous. Donc, bon, après, on va rentrer dans le vif du sujet. Je présente rapidement Adoc pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, moi, je suis Jean-Daniel Voiret, conseiller en innovation au sein de la direction innovation d'Adoc. Adoc, c'est l'agence de développement économique de la région. On est donc plus de 200 personnes sur tout le territoire régional pour accompagner les entreprises dans leur développement. Vous voyez sur la gauche de l'écran là, nos 4 métiers. L'attractivité, c'est aider les entreprises à venir s'installer dans notre belle région. Le département en croissance qui a pour mission d'aider les entreprises déjà présentes à se développer. Un département export, conquête des marchés. Donc là, c'est pour aller chercher des marchés et au niveau national et à l'international. Et puis l'équipe dans laquelle je suis, c'est à peu près 50 personnes, la direction innovation, où notre mission, c'est de vous aider à vous développer, à croître à travers l'innovation. Sur la droite de l'écran, rapidement, je présente 4 offres de services un peu formalisées que nous déployons sur le territoire pour vous aider dans cette transformation. Le marketing de l'innovation, un accompagnement un peu poussé pour vous accompagner sur tout ce qui est aspect marketing, recherche de nouveaux produits, de nouveaux marchés. Le management de l'innovation, un accompagnement aussi un peu poussé dont je suis le référent sur l'agence pour échanger sur toutes les pratiques de l'innovation. Donc l'open innovation, c'est une des briques du management de l'innovation. Ensuite, la transformation digitale, gros sujet aussi chez Adoc qui peut être accompagné par plusieurs de mes collaborateurs. Bon, c'est un sujet que vous connaissez tous, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis Agnès qui fait aussi partie de qui participe à cette conférence, qui peut accompagner sur la transformation managériale. Donc, comment faire évoluer vos équipes, vos façons de travailler, vos pratiques pour développer l'innovation et développer votre entreprise. Voilà, j'en dis pas plus, je reviendrai peut-être pendant la conversation sur certains des sujets. Donc
Donc Soraya, je te laisse continuer sur le sujet qui nous intéresse tous, l'open innovation. Alors, merci beaucoup Jean-Daniel. Je vais peut-être rapidement quand même me présenter. Donc, je suis Soraya Viomé, je suis directrice de l'innovation territoriale chez Springlab et nous sommes une agence qui accompagne les entreprises à innover, se transformer et à s'engager et à agir pour un impact positif. Donc, on est une quinzaine de collaborateurs, collaboratrices engagés à vos côtés. Et aujourd'hui, donc effectivement, nous sommes réunis pour vous parler d'open innovation. Alors, l'open innovation, c'est une des expressions que l'on entend un petit peu à tout va et vous ne savez peut-être pas tout à fait précisément ce qu'on entend par open innovation ni pourquoi on s'y intéresse. Et dans de nombreux secteurs, ces démarches restent encore rares et peuvent être considérées comme souvent le fait de grands groupes. Et pour autant, elles sont prometteuses et ouvrent la porte à des circuits d'innovation plus rapides et plus performants. Alors, qu'est-ce que l'open innovation? Pourquoi s'y intéresser? Comment mettre en place une démarche d'innovation dans votre entreprise? Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons souhaité croiser deux regards inspirants et complémentaires, ceux de Muriel Biasiato, chef de projet innovation Occitanie à la délégation régionale EDF, et Éric Bontemps, qui est directeur général adjoint du groupe ICV. Alors, si vous connaissez tous EDF, hein, notre premier producteur et fournisseur d'électricité en France et en Europe, vous connaissez peut-être probablement moins bien le groupe ICV, donc, qui est un prestataire de services pour la filière viniviticole et qui propose analyse, conseil, formation dans le domaine, adressé principalement à des caves coopératives ou indépendantes. Voilà, donc un domaine d'expertise qu'est la vigne, un beau domaine avec un ancrage territorial très fort, hein, Eric pourra vous le dire, et un siège social basé à Montpellier. Alors, comme le disait Einstein, en matière d'innovation, il faut savoir bousculer ses habitudes et sortir du cadre. Mais commençons peut-être par définir ce qu'est l'open innovation. Pendant longtemps, les entreprises étaient plutôt fermées sur elles-mêmes et conservaient jalousement leur process et la maîtrise de ces process en interne. L'innovation était basée sur des circuits plutôt linéaires d'émergence d'idées, depuis les services marketing ou le développement d'affaires, basés sur des développements techniques qu'on confrontait certes aux attentes, mais qui restaient quand même dans des sphères plutôt fermées, même si les allers-retours existaient, on avait quand même des contraintes de prise de décision qui faisaient qu'on restait plutôt replié sur soi-même. Et pour bon nombre d'entreprises, c'était un processus plutôt lent et coûteux. Et ça peut le rester encore aujourd'hui. Pour lever ce verrou, l'open innovation voit le jour dans les années 2000, inspiré par les méthodes d'innovation des startups. Donc, c'est un enseignant chercheur à Berkeley qui en a formalisé le concept et qui a défini l'innovation ouverte comme étant l'utilisation d'entrée et de sortie intentionnelle de connaissances pour respectivement accélérer l'innovation interne et élargir les marchés pour externaliser l'utilisation de l'innovation. Donc, l'open innovation, c'est un paradigme qui suppose que les entreprises peuvent utiliser des idées externes comme des idées internes et des voies d'accès à la fois internes et externes au marché pour faire progresser leur technologie et ce qu'elles ont à offrir au marché. L'open innovation, c'est donc un mode d'innovation basé sur la collaboration et le partage de connaissances. Donc, vous l'aurez compris, on peut parler de processus d'ouverture interne à l'entreprise en s'appuyant sur des collaborateurs, en croisant les expertises de services différents qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble ou en créant des espaces tels que des programmes d'intrapreneuriat, hein, Muriel pourra en témoigner. Mais plus classiquement, l'ouverture se fait
à l'externe, en ouvrant des processus de R&D de l'entreprise, en s'ouvrant à des acteurs extérieurs, des fournisseurs, des clients, des partenaires, des startups, des laboratoires de recherche, tout cela toujours dans le but de favoriser l'innovation. Et toutes les entreprises peuvent être concernées par l'innovation, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, comme vont pouvoir en témoigner nos deux intervenants. Alors, j'ai peut-être une première question à vous adresser, Muriel, Eric. C'est quelles sont les origines d'une démarche d'open innovation et pourquoi s'ouvrir? Vous êtes tous les deux convaincus que l'innovation est essentielle pour garantir la pérennité de l'entreprise, pour adresser les attentes de vos marchés. Et qu'est-ce qui vous a alors poussé à aller plus loin et à opter pour des démarches d'open innovation? Alors, je vais, pour que ce soit plus sympathique peut-être, arrêter de partager la présentation et vous laisser la parole. Alors, Eric, peut-être, pourquoi s'ouvrir? Pourquoi chez ICV, vous avez entrepris cette démarche d'ouverture? Alors, cette démarche d'ouverture, enfin bonjour à tous d'abord, cette démarche d'ouverture, on l'a entrepris d'abord pour s'enrichir de nouvelles compétences. Aujourd'hui, on est dans un métier nous technique, hein, vous l'avez dit, on est dans le domaine du conseil technique autour de la vigne et du vin. On est dans un environnement qui est de plus en plus complexe, de plus en plus technologique, où on ne peut pas tout maîtriser. Nous, on est une PME, hein, c'est 150 personnes, l'ICV, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, pour bénéficier des nouvelles opportunités qui s'offrent à l'environnement, il faut s'associer. Je peux citer quelques exemples. Notre premier métier, c'est l'analyse chimique des vins, des raisins. Dans ce domaine de l'analyse, les capteurs se multiplient. En microbiologie, par exemple, on travaille maintenant sur l'ADN, sur l'ARN, sur des choses qui sont tout à fait pointues. Et ça, bien sûr, on ne maîtrise pas. Et donc, pour pouvoir profiter de ces nouvelles technologies, pour pouvoir apporter des solutions basées sur ces nouvelles technologies à nos clients, il faut s'associer avec les spécialistes. Voilà, il faut construire avec eux. Et ça fait partie des motivations principales de ces partenariats. On élargit aussi le champ des compétences pour apporter de nouvelles solutions avec cette ouverture. Quand je dis élargir, on élargit le champ des possibles, mais on augmente aussi notre créativité. Je voudrais citer un exemple d'open innovation un petit peu particulière. C'est une innovation qu'on a faite avec nos clients. Il y a un certain nombre de caves clientes avec qui on faisait du conseil en management de la qualité, en ISO 9001, qui nous ont dit on veut aller plus loin maintenant. C'était il y a un moment déjà, hein, mais on veut aller plus loin. Et on les a réunis pour réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait faire. Et aller plus loin, à l'époque, c'était mettre en place une démarche de développement durable. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle la RSE pour les spécialistes. À l'époque, la norme ISO 26000 n'existait pas encore, c'était la SD 21000 de mémoire, je crois. Mais on a construit un programme avec ces caves ensemble pour les faire progresser. Voilà, on est dans l'innovation dans les deux sens aussi. Ils ont bénéficié de nos idées, on a bénéficié des leurs, on a construit quelque chose qui aujourd'hui est devenu un label de qualité qui s'appelle Vigneron Engagé, que vous allez, si vous ne le connaissez pas, dans les supermarchés dans lesquels vous irez acheter votre vin ce week-end, vous pourrez regarder, il y a des petits macarons Vigneron Engagés. Aujourd'hui, ce collectif s'est constitué en association autonome, il est indépendant de nous, hein, l'innovation a joué dans les deux sens. Nos sociétaires ont innové au travers de ce label, et nous aussi, puisqu'on a des nouveaux services d'accompagnement des entreprises à la mise en place de ce label, d'accompagnement en conseil, en formation. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est croisé de l'innovation qui est partie vers l'extérieur et qui est venue vers nous et qui est de la co-construction. Et ça, c'est quelque chose que seul notre processus, entre guillemets, collectif de réflexion commune a pu générer. C'est parce qu'on n'imaginait pas, on n'a pas dit au départ, on veut créer quelque chose en matière de développement durable. On voulait progresser en matière d'organisation,
enfin quand je dis on, le collectif des caves voulait progresser en matière d'organisation, aller plus loin dans le management de la qualité, et ça a débouché assez naturellement sur le développement durable. Donc ça, c'était dans les années on a commencé ce dispositif en 2006. C'est assez ancien, hein, ce dispositif dont je vous parle, mais je le cite parce que c'est un bel exemple de réussite et de co-construction réellement avec les clients. Souvent, on parle d'open innovation et qui dépasse les coûts de clients. Hein. Souvent, on parle d'open innovation avec des entreprises tierces ou des startups. Et bien là, on a construit avec les clients, et ça, je pense que c'est une démarche qui est assez intéressante. On essaie de poursuivre ce processus de co-construction avec nos clients, et notamment, on a créé un groupe de caves partenaires de R&D. Donc, ce sont des caves qu'on réunit régulièrement et qu'on sollicite sur leurs besoins en matière d'innovation. Alors là, on est plus dans les coûts de clients, mais malgré tout, c'est quelque chose, un réseau qui nous sert à tester les innovations grandeur nature. Chez nous, on a une cave expérimentale pour tester des processus, pour tester des techniques, pour tester des produits. Et ben, quand on veut passer à l'échelle semi-industrielle, on sollicite ces caves, et c'est avec elles aussi qu'on leur demande leurs besoins. Donc, on essaie de poursuivre cette co-construction. Et puis, un autre objectif dans l'open innovation, c'est de saisir les opportunités, c'est d'être ouvert pour saisir les opportunités qui s'offrent à nous. On a ainsi créé un produit chez nous qui s'appelle OnoView. C'est un service de viticulture de précision qui est basé sur l'imagerie satellitaire. Qui a reçu cette année un Awards au CITEVI, le salon des techniques de la vigne et du vin à Montpellier. Ce produit, il a été créé à partir d'un programme collaboratif initié par je ne sais plus qui, c'était le CMAGREF à l'époque, IRSTEA aujourd'hui, enfin INRAE maintenant même, qui le gérait. Qui nous a dit « Est-ce que ça vous intéresse de participer à ce projet ?» et on a dans ce projet été mis en contact avec Airbus et une de ses filiales, enfin, ou de ses spin-offs, et on a construit ce service d'imagerie satellitaire. L'imagerie satellitaire, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Le traitement de l'image, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Par contre, on maîtrisait parfaitement les besoins de la viticulture en matière d'analyse, en matière de données de sortie, et on a construit ce service en commun avec aujourd'hui l'entreprise Terranis, qui est basée à Toulouse, qui est issue d'Airbus, même si elle en est indépendante maintenant. Et ça, c'est un mélange des deux points que j'évoquais au début. C'est à la fois l'intégration de compétences qu'on n'avait pas, qui nous ont ouvert un champ des possibles qu'on n'imaginait pas au départ. Et c'est aussi une réflexion de co-construction commune pour apporter des solutions innovantes. Voilà. Voilà en quelques exemples les motivations principales de l'open innovation. J'aurais pu dire au préalable que Soraya, vous me posez la question de l'origine de l'open innovation. Nous, on n'a jamais à un moment décidé de dire bah, tiens, on va faire de l'open innovation maintenant. Alors de plus en plus, on commence à réfléchir comme ça parce qu'on en a vu l'intérêt. Mais au départ, c'était le hasard de collaboration historique ou le hasard de programmes collaboratifs assez classiques. D'ailleurs, je crois que dans les exemples que j'ai cités de vignerons engagés, la définition que vous avez donnée, Soraya, qui date de 2006, elle n'était pas encore sortie. Donc, voilà, maintenant, on met ce nom d'open innovation autour de ces projets, mais on l'a intégré aussi dans notre ADN. Voilà. Merci Eric pour ces 3 exemples très, très parlants. Je vais laisser peut-être Muriel aussi nous donner sa perspective et nous témoigner de l'expérience d'EDF, la délégation régionale en la matière. Oui, d'abord, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, chez EDF, je vais dire l'innovation, il y en a toujours eu. Historiquement, elle était quand même plutôt très centralisée au sein de la R&D, une grosse R&D de la recherche fondamentale et de l'innovation. Pour moi, l'innovation, c'est quand une invention rencontre un marché, un besoin. Et donc, du coup, on va avoir différents niveaux d'innovation. Et moi, dans mes missions, je suis très open innovation territoriale. J'ai un vrai enjeu de territoire. Donc, dans cette mouvance qu'il y a eu, il y a je dirais, 6 ans, la création de tous ces incubateurs, startups, etc., on s'est dit,
enfin, on s'est dit, on a commencé à collaborer au sein du groupe avec pas mal de startups. Et une déception qu'on avait aussi dans les territoires, c'était de se dire, je dis start-up, hein, mais je ne veux pas galvauder le mot start-up parce que c'est start-up, c'est PME innovantes, c'est entreprises avec qui on va innover et parfois ce sont aussi des grands groupes. On s'est dit qu'il y avait aussi un enjeu de collaborer avec de la proximité, hein, un peu du circuit court, hein, si on peut dire ça. Et donc, on a aussi regardé l'open innovation territoriale. Alors, pourquoi on fait de l'open innovation au sens large? C'est parce qu'on a très vite compris que 1 + 1 = 3. On ne l'a pas décrété non plus, comme dit Eric. Je pense que ça s'est fait parce que c'est un besoin à la fois des collaborateurs qui est remonté, un besoin du terrain et des clients. On a bien senti qu'en intelligence collective, on allait pouvoir accélérer des processus, aller plus vite, aller plus loin, gagner en performance. Voilà. Et donc, ça nous permet, bien sûr, performance, c'est aussi sortir de son champ habituel, de ce qu'on sait faire habituellement. Donc, ça a permis de se diversifier, d'aller chercher des nouveaux business, des nouveaux services, aller chercher des expertises que l'on n'avait pas forcément. Je pense que dans des grands groupes comme EDF, historiquement, quand on avait besoin d'une expertise, on l'a recrutée. Aujourd'hui, c'est plus possible. Hein, on n'est plus dans des modèles où on recrute aussi à tout va. Et puis, une expertise, on va en avoir besoin parfois ponctuellement. Et puis, on ne sera jamais les meilleurs. Voilà, si on a besoin, comme l'expliquait Eric, d'analyse satellite, et autant aller les chercher dans les experts de l'aérospatial. Voilà, donc du coup, il y a un enjeu fort d'aller se diversifier, chercher des compétences, mais également mutualiser des compétences et des performances. Voilà. Donc, pourquoi on a fait un peu d'open innovation? Donc, l'open innovation, comme je la disais, je ne vais pas citer des exemples parce que je pense qu'il y en aurait beaucoup, mais elle peut se faire, donc comme je l'ai dit, avec des startups, des PME innovantes du territoire ou pas, qui vont venir co-développer des solutions avec des grands groupes comme le nôtre. Il va y avoir aussi parfois des consortiums qui se créent en vue de gagner des marchés, mais aussi en vue de créer des nouveaux produits et solutions. Et souvent, dans ces consortiums, il y a différents types de profils. On va avoir des labos, des grands groupes, des PME, des accompagnants de l'innovation que peuvent être les incubateurs, accélérateurs, ad hoc ou des agences d'innovation. Et puis, on va avoir aussi, et ça, je vais dire que c'est arrivé dans un deuxième temps, l'innovation interne, comme tu en as parlé, Soraya, tout à l'heure, avec l'intrapreneuriat. Ce que disait Eric, moi, je m'y retrouve, puisque moi, je suis en délégation régionale, on est 10, au service du groupe EDF, donc de l'ensemble de business units, pour les aider à manager l'innovation. Et donc, c'est un peu ce que disait Eric avec les coopératives. On va avoir des métiers qui vont tester des solutions, qui vont pouvoir le partager avec d'autres en disant, moi, j'ai testé telle solution de digitalisation, regarde comment ça marche. On va avoir des métiers qui vont se croiser pour développer des solutions ensemble. Et je vois de plus en plus aujourd'hui nos métiers qui étaient silotés parce que c'était le contexte de dire la mobilité électrique, c'est la mobilité électrique, les panneaux solaires, ce sont les panneaux solaires. Et aujourd'hui, on est en train de travailler dans des écosystèmes énergétiques où le panneau solaire va venir recharger la voiture électrique qui va ensuite donner son énergie au bâtiment quand il en a besoin. Donc, on voit de plus en plus que l'innovation, elle est poreuse et collective dans nos métiers. Voilà, donc pourquoi on le fait et un petit peu comment. Merci de ces témoignages. Peut-être une petite… alors, si j'y arrive… voilà, la petite slide de synthèse donc, sur ce sujet. Pourquoi s'ouvrir? Vous nous avez parlé de mutualisation des ressources, notamment, aller chercher ailleurs ce que l'on n'a pas, de diversification de marché, l'accès à un champ des possibles plus vaste. Eric nous parlait d'élargir le champ. L'accélération que cela peut permettre d'aller justement s'associer des compétences, de nouvelles expertises, de nouvelles méthodes de travail et bonnes pratiques. Alors maintenant, la question qu'on a envie de vous poser naturellement, c'est comment s'y prendre? Comment fait-on pour justement s'ouvrir? On a compris à travers vos témoignages que parfois le processus s'est fait naturellement, mais j'imagine que ça ne suffit pas que de laisser faire les choses. Donc, je ne sais pas, je continue avec Eric. Désolée Muriel, c'était Eric peut-être. Comment on formalise un petit peu tout ça? Comment on accompagne cette ouverture
en interne? Alors, formaliser, je sais pas, je dirais d'abord que pour faire de l'open innovation, il faut être ouvert. Être ouvert, ça veut dire notamment alimenter, entretenir un réseau et faire savoir qu'on est ouvert, parce qu'il faut provoquer les contacts, il faut créer les contacts, il faut créer les opportunités. Hein. Je sais, Soraya, si vous voulez Oui. montrer, j'ai représenté sur un petit graphique pour illustrer ça, cet entretien du réseau. Donc ça qui est une démarche volontaire, hein, entretien du réseau. On a tout un tas de contacts et de partenariats. Ce réseau permet aussi d'assurer de la veille, hein, qui permet de définir de saisir les opportunités. Donc là, vous avez ici le réseau de l'ICV avec des liens qui sont structurels entre les différents logos. On a des experts auprès de l'OIV, auprès de l'AFNOR, auprès du CETI. On est membre de clusters, donc Vinceo, par exemple, moi je suis vice-président de Vinceo, c'est le cluster des fournisseurs de la filière vitivinicole d'Occitanie. On est en relation avec l'Institut Agro-Montpellier, avec l'IFV, avec l'INRAE. On a tout un tas on a tout ce réseau qu'on alimente. Chacune des traits, c'est pas la même personne chez nous. Hein. Chaque organisme a un référent chez nous et qui assure une veille, assure des contacts, crée des contacts avec tout un tas d'organismes, parce que si on n'a pas de contact, on n'a pas de collaboration. Et donc, il faut entretenir ça et faire savoir qu'on est ouvert. Quand je dis faire savoir, c'est clairement, moi, quand je rencontre une entreprise tierce, par exemple, dans le cadre de Vinceo, c'est vrai que moi, je la regarde en me disant, on se présente, et puis moi, j'ai en tête, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'intelligent avec elle? Voilà. C'est un peu ça aussi l'état d'esprit de l'open innovation. C'est avant, je la regardais en me disant, mais celle-là, c'est quoi, en quoi elle me concurrence? Là, maintenant, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire d'intelligent avec elle? On a peut-être des complémentarités. Et se présenter comme ça, présenter les choses comme ça, c'est créer des opportunités. C'est créer des opportunités, c'est saisir des besoins. Donc, voilà, un des moyens de faire de l'open innovation, c'est de montrer son ouverture, d'être ouvert et d'être en réseau et d'assurer de la veille pour saisir les opportunités. On parlait des opportunités technologiques tout à l'heure. Hein, si on n'est pas informé des nouvelles technologies, on va pas les adresser, on va pas s'interroger pour savoir ce qu'on pourrait faire avec elles. Dans le cadre de il y a ce réseau et puis il y a la veille aussi. Alors chez nous, la veille, elle est organisée par métier. On a un responsable des services conditionnement, responsable des services viticoles, service œnologie, service analyse. C'est chacun qui est chargé de structurer la veille autour de son domaine d'expertise. Je vais encore vous citer un exemple. On travaille en ce moment avec une université. Alors sur les exemples récents, je cite pas les noms parce que malgré l'open innovation, l'innovation, ça reste quelque chose qui est assez sensible, assez secret et sur lequel on aime garder du secret. Il y a des clauses de confidentialité, donc je vais être assez général, mais c'est un exemple réel pour dire qu'on travaille aujourd'hui avec une université sur une technique analytique. Et ça, on travaille avec elle parce qu'il y a quelques mois, pendant le Covid, il y a eu beaucoup de webinaires. Que quelqu'un chez nous a participé à un webinaire de cette université qui présentait ces technologies. Que cette personne l'a remonté au responsable des services analyse et qui s'est dit, mais peut-être cette technologie qui était utilisée, je ne sais plus, je crois que c'était dans l'huile, peut-être il y a quelque chose à faire dans le vin. Et on a contacté l'université et on a créé un programme avec elle. Voilà. Donc si on ne s'ouvre pas le champ des possibles intellectuellement, en se disant à chaque fois qu'on entend quelque chose, se dire qu'est-ce que je peux en retirer moi, on loupe des choses. Et là, en l'occurrence, on a bâti ce programme puisque l'université nous a dit on pense que ça peut marcher, chiche, et le programme est en cours. Voilà. Donc ça, c'est dans le comment. Je pense que c'est important. Voilà.
Muriel, peut-être. Alors, ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, Eric, c'est que vous avez quand même cette ouverture à la nécessité une mobilisation forte de chacun de vos collaborateurs. Vous disiez qu'une ligne, c'était une personne. Donc, il faut être en capacité de dégager les ressources nécessaires, le temps nécessaire pour cet investissement oui, dans l'innovation. Tout à fait, j'y reviendrai, mais c'est en ça que c'est volontaire et qu'il faut être volontariste, c'est que c'est de l'énergie, tout ça. Ouais. Alors Muriel, je ne doute pas que ce soit de l'énergie aussi de ton côté. Chez EDF, comment tu pourrais nous expliquer vos démarches? Alors, je dirais que effectivement, on a peut-être un petit peu plus structuré la démarche, puisque au début, on a laissé aussi cette effervescence. Il faut en innovation au sens large et en open innovation. Et puis, au bout d'un moment, pour être efficient, notamment, c'était au niveau de rencontres de start-up, par exemple. On est nombreux sur le territoire en Occitanie, par exemple. Elles rencontraient plusieurs fois les mêmes interlocuteurs. Pour nous, c'était pas très clair. Donc, on a un peu structuré la démarche de façon à être aussi efficace. Donc, je vais dire qu'il y a plusieurs types d'open innovation. Il y a l'open innovation opportuniste, c'est un peu ça, c'est-à-dire je participe à de nombreux jurys, salons, je suis dans pas mal d'écosystèmes, encore une fois avec Atom, etc., qui nous organisent des rencontres avec des startups. Il n'y a pas de thématique précise, mais comme disait Eric, être ouvert. Et voilà, quand il y a un robot qui me présente ce qu'il fait pour nettoyer les fonds des rivières, je me dis, ça pourrait peut-être être intéressant pour un besoin qu'on a pour nettoyer le fond des ports. Voilà, donc, et c'est là où moi, mon job, c'est une grosse partie de mon job, c'est de la mise en relation. La mise en relation avec des personnes en interne en disant, moi, je pense qu'il y a un intérêt à faire quelque chose là-dessus. Comment tu le vois? On fait un rendez-vous. Ou alors avec des partenaires externes en disant, je pense que ça peut être intéressant. L'entreprise a besoin de cas concrets, de se développer. Et je fais de la mise en relation. Donc ça, c'est l'opportuniste et qui malheureusement ne peut pas se faire non plus tous les jours parce que la première année où j'ai pris mes missions, moi par exemple, j'ai fait beaucoup ça et rien qu'en Occitanie, il y a plus de, je sais pas, 300, je sais pas combien il y a de startups, mais en tout cas, ça ferait plus d'un rendez-vous par jour et au bout d'un moment, on n'arrivait plus et on s'est essoufflé aussi et les startups en ont eu assez en disant, ça fait encore une fois, Agi Startup, mais c'est pas que des startups, beaucoup de rendez-vous. Donc après, on a cette open innovation un peu plus organisée de se dire, bon, on va faire un peu... on va l'organiser, donc pourquoi on le fait, voilà, là les enjeux, on l'a dit tout à l'heure, pourquoi on le fait et comment on le fait. Et on s'est lancé dans des appels à projets en se disant, on va partir du terrain, des collaborateurs. Donc, on a fait des séances d'intelligence collective avec nos collaborateurs dans chacun de nos métiers en leur demandant où était le trou dans la raquette, j'aime bien dire ça, ou le caillou dans la chaussure. Qu'est-ce qui les embêtait vraiment dans leur quotidien, dans la chaîne de valeur, parce que on ne va pas forcément chercher de l'innovation disruptive. Hein. Ce n'est pas le quotidien, l'innovation disruptive, c'est plutôt de l'incrémental ou du nouveau service. Et donc, à partir de là, on avait des expressions de besoins de collaborateurs qui disaient moi, j'aimerais bien qu'on m'aide à faire ça. Par exemple, j'ai plein d'exemples, mais bon, j'analyse des fûts qui passent devant des rayons X. J'aimerais améliorer ça puisque l'œil humain, plus le rayon X, parfois, ça ne suffit pas. Et donc, à partir de là, on fait une expression de besoin. Et dans des, alors j'aime pas dire c'est pas un concours, mais c'est ce que nous on appelait notre prix EDF Pulse. On va faire partager, pitcher ces besoins devant des écosystèmes de start-up, d'entreprises locales qui répondent aux besoins par des propositions de solutions et elles vont rencontrer les équipes et elles mettent en œuvre des expérimentations. Des fois c'est de l'expérimentation, des fois c'est du projet suivant le niveau de maturité de la solution. Donc là c'est un petit peu comme ça qu'on l'a organisé, de façon à transformer un petit peu plus vite en quelque chose de concret, d'opérationnel. Voilà. Donc, j'allais dire, ce qui fait la différence entre on fait une expérimentation, on développe un produit, c'est la maturité de la solution qu'on rencontre et du besoin que l'on a. Donc, parfois, encore une fois, on est sur ce qu'on appelle de la POC, hein, la Proof of Concept de l'expérimentation. Et si le résultat est intéressant. Alors, j'aime pas trop parler de ROI parce que le ROI, on a toujours l'impression que c'est un ROI quantitatif. C'est très difficile de mesurer le résultat d'une expérimentation.
de façon quantitative. On peut se fixer des indicateurs de succès et moi, j'aime bien parler de création de valeur. Donc, souvent, on va regarder quelle est la valeur créée pour la start-up, pour le groupe partenaire, et donc là pour EDF, et voir si la valeur, elle est pour nous intéressante pour continuer et passer au cran d'après. Et donc, voilà, donc on va regarder ça suivant le niveau de maturité. Et parfois, ce qu'on attend d'EDF ou ce que nous, on attend des startups, ce n'est pas forcément de développer des solutions, mais comme je l'ai dit, ça peut être de la mise en réseau, ça peut être du financement, donc on a différents outils locaux et nationaux pour aider au financement. Ça peut être de l'accompagnement. Donc là, on va orienter vers tous nos partenaires, ad hoc, les incubateurs, accélérateurs, si l'entreprise n'est pas d'ores et déjà accompagnée. Voilà. Tu nous disais que tu avais, toi, une démarche qui était à la maille régionale, que tu as un enjeu très territorial. Quels sont les impacts de la mise en œuvre de ta démarche d'Open Innovation? Alors, c'est une démarche très régionale, mais je suis, je vais dire, en point d'entrée aussi vers le national, parce que j'ai beaucoup d'entreprises qui nous disent on aimerait travailler avec EDF, mais c'est EDF, c'est qui, c'est quoi, c'est flou. Donc, j'essaie, même moi, je n'ai pas toujours les réponses, j'essaie d'identifier la bonne personne et d'accompagner l'entreprise dans son export au national, si on peut voilà, le dire comme ça. Donc, les impacts de la démarche Open Inno, ils sont à plusieurs niveaux. Ils vont être d'abord en interne, de trouver des nouvelles solutions, des nouveaux produits qui vont nous permettre d'accompagner notre performance, développer des nouvelles solutions. Donc, je dis souvent, on fait pas de l'humanitaire non plus, même si on a un accompagnement au développement et à la croissance d'entreprises locales, il faut bien sûr qu'il y ait un développement en interne. Mais au-delà de cet aspect très performance, il y a un aspect humain et managérial qui est très important quand on fait de l'open innovation, puisque faut pas se mentir, hein, des projets qu'on a initiés et qui se développent et qui deviennent ensuite des solutions intégrées au sein du groupe EDF, il n'y en a pas énormément, puisque c'est la vie, hein, c'est un peu comme les taux de survie des experts, je vais dire. Mais par contre, à chaque expérimentation, à chaque projet qu'on a eu, on est ressorti, je pense, des deux côtés grandis. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas de start-up. Peut-être qu'il y en a dans les participants qui pourraient témoigner. Chacun grandit de son côté. Nous, parce que on est quand même un grand groupe avec des process lourds, avec des méthodos parfois un peu historiques. Et l'apprentissage par l'action est très important. Quand on travaille avec une PME innovante, une start-up, on va être plus agile, on va être itératif, on va travailler différemment et donc on a progressé. On a aussi progressé avec cette ouverture à l'externe sur les labos des partenaires. On avait tendance à être culture ingénieur, très sur soi-même. Et donc, de s'ouvrir, ça ouvre aussi le champ des possibles. Ça va contribuer aussi à la marque employeur, à la fierté d'appartenance. Aujourd'hui, les jeunes recrues n'ont plus envie de travailler de façon silotée et hiérarchique et travailler en mode transverse est vraiment important. Donc, ça, c'est l'apport que ça peut avoir en interne. En externe, je suis moins bien placée, mais le retour que me font nos partenaires, c'est que souvent, ça va les aider à préciser leurs solutions, à aller mettre la référence d'EDF en tant que référence, et ça va les aider aussi dans leur développement commercial ou leur recherche de financement. Je ne vous cache pas que quand une entreprise dans le digital, par exemple, a développé une solution pour la branche nucléaire d'EDF, en général, c'est qu'elle a passé les fourches codines de la DSI en termes de sécurité, de fiabilité, et ils nous disent tous, du coup, ça nous ouvre des portes. Donc, on est ravis si c'est le cas. Et puis, surtout, souvent, ça va permettre si on n'est pas sur du déploiement national, on va être sur du foisonnement local, comme je disais. Un métier qui a testé une solution de réalité virtuelle, et bien, il va en parler à son collègue dans un autre métier qui va inciter. Donc, souvent, on va démultiplier de façon transverse les projets. Donc, je pense que ça leur apporte également du chiffre d'affaires et une façon de travailler avec un grand groupe, puisqu'on ne collabore pas avec différentes… Voilà, je pense quand on travaille avec une coopérative, quand on travaille avec un grand groupe, quand on travaille avec une PME, les us et coutumes sont un petit peu différents. Donc, on essaie aussi de travailler ça en termes d'apport. Merci Muriel. Je ne sais pas si à ce stade, je vois que pas beaucoup de questions fusent dans le chat. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez des précisions, inscrivez vos questions dans le chat. Elles seront traitées en fin de session.
Peut-être pour aller un petit peu plus loin, j'ai envie de vous demander quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, Eric et Muriel, dans la mise en place de ces démarches d'Open Innovation. Allez, Muriel, tu étais lancée. Tu continues? Bon. Allez. Effectivement, c'est pas tout rose. Je pense qu'en plus, l'Open Innovation, tu as donné la définition de 2006. On en a commencé, c'est-à-dire on a commencé, on l'appelait pas Open Innovation, mais ça a toujours existé et ça a été un peu plus formalisé. Aujourd'hui, elle est en train d'évoluer. Hein, la maturité des deux côtés évolue. Hein, et je pense que on commence à s'aligner, mais que les difficultés qu'on a rencontrées, il y a une première difficulté, c'est qu'on ne parle pas forcément. Encore une fois, je parle avec les startups, mais voilà, quand on est entre pairs, on se comprend mieux, mais startup, PME, innovantes, on n'avait pas le même langage. Et il y avait beaucoup d'idées reçues, je pense. Du côté, moi, mes collègues ingénieurs, souvent, c'était on ne va pas savoir travailler avec une start-up, ils vont très vite, on ne parle pas le même langage, on ne travaille pas de la même manière, ça va être compliqué. Il y avait aussi des peurs de ne pas être à la hauteur, des fois, de la start-up, et même souvent de se dire, mais voilà, nous, on n'a pas leur expertise. Voilà. Et en fait, en communiquant, il y a, comme partout, hein, la communication aide à beaucoup à ces idées reçues. De l'autre côté, c'était travailler avec un grand groupe, ça va être long, fastidieux, ils vont nous manger tout cru. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas vrai sur le côté long, puisqu'on n'a pas les mêmes vitesses, et ça a été aussi une des difficultés. On n'est pas sur les mêmes cycles de temps en termes de prise de décision. Hein. Forcément, nos prises de décision sont un petit peu plus longues. Et donc voilà, mais ceci dit, je pense qu'on a réussi à s'aligner et parfois même, ça peut arranger aussi une PME innovante dans son plan de déploiement de ne pas aller trop vite et d'être sur des cycles plus longs. Et après, une difficulté qui pour moi, elle n'est pas encore dépassée dans l'open innovation et encore une fois, plutôt dans la collaboration grand groupe et plus petite entreprise, c'est la capacité à déployer, encore une fois, comme je disais, sur des volumes et des quantités plus grandes. Et là, je pense que le travail est à faire des deux côtés et trouver des solutions ensemble de comment réussir ce déploiement. Il y a des difficultés quand effectivement on a des exigences dans un grand groupe qu'on va déployer de SAV, de déploiement, de présence territoriale qu'une PME ne va pas pouvoir faire, mais peut-être en réfléchissant à des modèles innovants, en s'associant avec d'autres entités, il y a des choses à imaginer. On a des procédures il y a du gré à gré, mais après on passe aussi sur des procédures d'appel d'offres. Donc, il y a aussi accompagner l'entreprise à la réponse de l'appel d'offres et nous à travailler nos appels d'offres pour qu'ils puissent aussi correspondre à des entreprises innovantes. Donc, voilà. La difficulté qui est encore pour moi pas résolue dans la collaboration grand groupe startup, c'est cette capacité à déployer sur des gros volumes, je veux dire industrialiser sur des gros volumes ou des grands territoires. Voilà. Alors, au-delà de l'alignement sur des objectifs, de l'adoption d'un même langage, je crois, Eric, que tu voulais nous partager, toi, une difficulté autour justement de la redistribution de la valeur, du partage de la valeur. Oui, le partage de la valeur, pour moi, c'est à partir du moment où on est en collaboration, il faut que tout le monde y trouve un intérêt. Cet intérêt, il est bassement matérialistiquement matérialisé par de l'argent en général, pas de la valeur. Donc, comment toutes les parties s'y retrouvent, c'est ça qui est, pour moi, la clé de la réussite dans des programmes qui sont collaboratifs. Ça fait partie donc des difficultés. Je cite un exemple encore, je prends encore un matériel d'analyse. Quand on travaille avec une start-up qui a une nouvelle technique d'analyse, alors on ne fait pas ça tous les jours, mais j'ai un exemple en tête, c'est pour ça que je cite ça, qui a une nouvelle technique d'analyse, mais dont le modèle économique, c'est de faire l'analyse elle-même, alors que nous, notre métier, c'est de faire de l'analyse. Cet exemple que j'ai cité, il n'est pas allé au bout, la collaboration n'est pas allée au bout. La technique analytique était intéressante, on aurait pu se positionner comme étant distributeur de l'analyse, mais on est trop en chevauchement sur la chaîne de valeur, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc il faut que chacun y trouve son intérêt.
Et ça, c'est quelque chose qui va déterminer beaucoup la réussite. Ça fait partie des difficultés aussi, ce partage de la chaîne de valeur, c'est que assez vite, malgré tout, il faut aborder des aspects un petit peu juridiques. Donc, quand on est une PME, c'est lourd. Au début, on reste sur des règles de bon sens, mais il faut ensuite faire appel à de l'API. Là, je rejoins Muriel en tant que petite entreprise. Quand on a discuté avec Airbus, enfin, c'était même une filiale d'Airbus, mais les premiers documents qui nous autorisaient à commencer à discuter, c'était des trucs de 50 pages qu'on ne comprenait pas. Donc, ça fait partie des difficultés, voilà, de la collaboration. Et c'est essentiel parce qu'au final, c'est pour gagner de la valeur qu'on collabore. Hein. Voilà. Dans les difficultés aussi, je voulais évoquer le fait que ça prend du temps et de l'énergie. Alors, sur mon commentaire sur le graphique, Muriel a parlé de foisonnement, mais c'est ça. Le problème, c'est que c'est du foisonnement et que donc il faut se structurer pour gérer la dispersion. Donc nous, c'est la contrepartie de cette ouverture. On est par exemple nous-mêmes sollicités beaucoup par des startups parce qu'elles identifient en nous des gens qui connaissent très bien le marché vitivinicole et qui sont très, très implantés dans la filière vitivinicole. Donc elles se disent, c'est à l'ICV que je vais m'adresser pour savoir si ma solution peut avoir un avenir dans cette filière et si on peut collaborer. Donc on a des sollicitations très fréquentes. Nous-mêmes, j'ai dit qu'on essayait d'en trouver, d'en solliciter des opportunités. Donc c'est beaucoup de projets. Donc nous, on a un comité R&D chez nous qui se réunit régulièrement et qui refait une revue de portefeuille. Et il faut que, puisqu'on a diffusé, et ça participe d'ailleurs à la marque employeur, je rejoins Muriel sur ce point-là, les collaborateurs sont contents d'être impliqués dans le processus d'innovation, de pouvoir faire jouer leur réseau, de savoir que le champ des possibles est ouvert et qu'ils peuvent y participer. Mais à un moment donné, il faut centraliser tout ça quand même pour faire le tri, pour prioriser. Et ça, c'est un exercice qu'il faut s'imposer, voilà, et qui est très important, et ça fait partie des difficultés. Et puis, le dernier point, peut-être, que je voulais évoquer sur les difficultés de l'open innovation, c'est dans les entreprises comme les nôtres, qui sont aussi des entreprises d'ingénieurs avec une culture d'entreprise forte. On est obligé de faire évoluer un peu la culture parce que l'appropriation de solutions partagées, c'est quelque chose qui est plus compliqué que l'appropriation de solutions maison. Voilà. Et donc, c'est des évolutions qui sont en cours. Voilà. Et il faut que tout le monde s'approprie sa culture, l'open innovation. Et l'open innovation, ça veut dire aussi qu'on partage des choses qu'avant on ne partageait pas. Alors, peut-être, je vois que l'heure tourne très rapidement. Quels seraient les 3 conseils que vous donneriez à une entreprise qui voudrait se lancer dans une démarche d'open innovation, dans une démarche d'ouverture? Muriel, tes 3 recommandations? Oui, je rebondis sur ce que disait Eric. Il faut d'abord, pour commencer, si on veut faire une démarche d'entreprise, sensibiliser l'entreprise, les collaborateurs à ce qu'est l'open innovation et ce que ça n'est pas. Voilà, moi, je vais vous donner un exemple. On a fait des POC au début. Un POC, c'est vraiment, on teste sur un petit bout la solution. Et moi, mes collègues étaient déçus parce qu'ils pensaient qu'ils avaient acheté la solution complète. Voilà, donc expliquer. Donc, il y a de la sensibilisation, il y a même de la formation, parce que quand on va faire de l'intelligence collective, si on veut travailler en interne, l'intrapreneuriat, les ateliers et tout, il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers et s'appuyer sur tous les gens. Et là, je tends une perche aux partenaires qui sont là, par exemple. Voilà, ceux qui savent faire et accompagner l'innovation. Il faut, je pense, après une période de foisonnement, arriver à prioriser. Alors, c'est pas tout cadré parce que sinon, on arrête ce côté out of the box, collectif et tout. Mais à un moment donné, il faut savoir prioriser, organiser pour éviter le risque de dispersion et de perte d'efficacité de tous les côtés. Et puis, garder ce côté collectif, itératif. Encore une fois, le collectif, c'est la puissance pour moi de l'open innovation. C'est ça qui permet d'aller plus vite, plus loin, encore une fois. Et donc, voilà, je conseillerais ça.
Si vous le permettez, comme on a peu de temps et c'est toujours difficile quand nous, on parle de soi-même, on a plutôt tendance à dire, ben voilà, nous, ce qu'on fait, c'est bien ou ça l'est pas. Moi, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, le 21 avril à la Cité de Toulouse ou le 31 mars à la Cité de Montpellier, suivant où vous êtes placé en Occitanie. On va réunir pas mal d'acteurs de l'innovation et notamment, on va faire témoigner des entreprises et des partenaires avec qui on a collaboré pour que justement on soit dans un partage de ce qui fonctionne bien et moins bien. Donc, ça s'appelle EDF Pulse Connect. Peut-être on vous enverra les liens. J'arrête l'autopromo, mais c'est plutôt de se dire on est dans le partage, on se rencontre et on échange sur ce qui est vraiment l'open innovation avec les acteurs qui la font. Très bien, le rendez-vous est pris, Muriel. Eric, tes 3 conseils donc pour… Je vais un peu me répéter parce que mes conseils, c'est de maîtriser les difficultés que j'ai citées tout à l'heure. Et en plus, Muriel a des conseils qui sont proches des miens parce que le premier, ça va être d'intégrer et de diffuser la culture d'ouverture dans l'entreprise. Et de solliciter tout le monde. Hein. Je voulais citer aussi l'importance des réseaux sociaux. Aujourd'hui, chaque collaborateur a un réseau social. Si la somme des réseaux sociaux des collaborateurs devient le réseau social de l'entreprise, ben, on a une veille qui est énorme et on capte des opportunités de manière très forte. Le deuxième conseil, c'est de structurer la démarche parce que sinon ça peut partir, enfin, ça part dans tous les sens de toute façon, mais il faut qu'il y ait une phase de centripète et de tri et d'organisation pour gérer les projets. Un des avantages des programmes collaboratifs, c'est qu'on est obligé de les formaliser parce qu'il faut se mettre d'accord sur le fonctionnement. Et ça c'est une aide. Hein. Les programmes collaboratifs, si on ne formalise pas du tout, ça ne marche pas très bien. Et comme ça fait partie de nos défauts de ne pas bien formaliser les projets, c'est un désavantage des programmes collaboratifs. Ça c'est un petit plus que je voulais évoquer. Et puis, le point que j'estime important, c'est de s'interroger dès le début sur les intérêts partagés entre les parties prenantes. Voilà. De se poser vraiment la question des intérêts partagés avant de continuer, parce qu'on peut partir avec des mauvais partenaires. C'est un autre constat aussi, un autre conseil. Il faut savoir accepter les échecs dans l'innovation, dans l'open innovation, dans l'innovation de manière générale, mais dans l'open innovation en particulier, parce qu'il y a en plus à gérer des tiers. Voilà. Bien, merci beaucoup pour ces recommandations. Merci d'avoir accepté ce partage d'expérience aujourd'hui. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Jean-Daniel, tu as vu passer des choses ou pas? Est-ce que certains veulent ouvrir leur micro pour vous adresser directement à nos intervenants ou aux partenaires qui organisent donc ces sessions? N'hésitez pas, c'est le moment. Ne soyez pas timides. Jean-Philippe a ouvert son micro. Ah. Oui, bonjour à tous. Moi, je n'ai pas forcément de questions aux intervenants. Je trouvais que les interventions étaient assez claires et mettaient en avant, effectivement, c'est la pratique des outils. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il y a aussi une base qui existe qui s'appelle ISO 56002. C'est une norme de management d'innovation qui décrit un petit peu l'ensemble des systèmes. Alors, je ne veux pas faire le gars de la théorie parce que c'est plutôt la pratique qui nous a amené à développer les services sur le management d'innovation. Mais pour ceux qui rentrent dans cette dynamique, ça reste quand même un document qui est intéressant parce qu'il est bâti autour de justement tout ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire comment développer la culture interne de l'innovation dans l'entreprise et comment s'ouvrir aux collaborations et comment les maîtriser avec effectivement ce qu'a parlé Eric, les comités projets, quels sont les critères, comment on sélectionne ces démarches. Donc, il y a quelques éléments de base qui peuvent aussi servir de support à ceux qui souhaitent s'engager dans cette action, mais il faut faire de l'opérationnel, hein. Il ne faut pas regarder que les références bibliographiques. Voilà. Merci Jean-Philippe. Effectivement, c'est important d'avoir des bases. Aujourd'hui, on a souhaité partager donc effectivement les expériences. Alors, pouvez-vous répéter le nom de cette norme? ISO 56002, c'est ça? Oui, voilà, vous avez le ISO 56002 qui est la norme globale, hein, qui a été
qui a été édité en 2019. Hein, c'est une personne d'Airbus qui était leader de la norme internationale. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé effectivement cette démarche. Et vous y trouverez surtout d'intéressant les normes ISO. Vous savez, il y a 80 pages. C'est un peu comme les contrats dont parlait Eric tout à l'heure. Il y en a 5 sur lesquels il faut vraiment rester attentif. Ce que je dirais quand même qui est très intéressant dans cette norme, c'est qu'ils ont fait 5 livrets. C'est-à-dire qu'il y a 5 livrets associés à la norme, où là, c'est des livrets assez opérationnels. Le management de l'intelligence stratégique, le management de la propriété intellectuelle, je ne me souviens plus, hein, vous le trouverez décliné. Il y en a encore qui sont en train de sortir. Mais voilà, là, par contre, on a affaire à des référentiels bibliographiques qui sont plus adaptés à une situation PME. C'est ça. Voilà. Alors, peut-être pour achever cette discussion, Jean-Daniel, tu voulais nous parler de l'accompagnement, hein, parce que l'innovation, ça se pilote. Donc, l'accompagnement qu'ADOC propose en la matière. Oui, l'accompagnement qu'on propose avec Jean-Philippe, merci, il a bien introduit le sujet. Hein, c'est justement, on se base sur cette norme et sur ces outils méthodos qui existent pour accompagner les entreprises au management de l'innovation et à bien définir un processus innovation au sein de l'entreprise. Donc voilà, c'est une offre d'accompagnement qu'on peut déployer chez vous si ça vous intéresse. Donc contactez Jean-Philippe côté Toulouse ou moi côté Montpellier. C'est un accompagnement où déjà on regarde vos pratiques, c'est super intéressant et c'est super important. Et le gros du travail est déjà fait quand on prend le temps de faire le point sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quelle est notre stratégie d'innovation, comment on est organisé. Et puis après, on peut travailler très concrètement sur toutes les petites briques, les difficultés que vous avez relevées tout à l'heure dans vos 2 entreprises. Et puis justement, à apprendre à prioriser. Donc là j'ai marqué quelques exemples d'actions qu'on peut faire très concrètement et qu'on a fait sur beaucoup d'entreprises, apprendre à hiérarchiser et prioriser les projets. C'est pareil, il y a des outils, hein, beaucoup d'entreprises le font au doigt mouillé, mais il y a des outils très simples pour le faire. Capitaliser sur les bonnes pratiques, créer une culture d'innovation, là vous en avez parlé aussi. Ça revient à partager et diffuser cette nouvelle façon de penser et faire intégrer l'open innovation dans l'ADN des salariés. Et puis voilà, on se base aussi dans notre façon d'agir sur vraiment vos problématiques, notre connaissance du terrain et des exemples qu'on voit tous les jours dans notre métier. Voilà. Donc on se base sur la norme, comme le disait Jean-Philippe, pour la méthodo, et derrière, c'est du pratico-pratique. Donc, alors, je peux témoigner, parce que j'ai eu la chance de bénéficier de ce service, que je vous invite à en profiter. Ça permet de prendre du recul, d'avoir un regard extérieur sur son processus global de management de l'innovation, parce qu'on a toujours le nez dans le guidon et on ne prend pas ce temps. Donc ça permet d'avoir ce regard extérieur. Et concrètement, sur les sujets qu'on évoque aujourd'hui, on a travaillé avec Jean-Daniel sur les outils de priorisation des projets. Et donc, ça nous a été très bénéfique. Voilà. Je signale aussi que globalement, dans ces processus-là, le ADOC et d'autres participent et nous aident. Et notamment, nous ont parfois mis en contact quand on recherchait des partenaires pour des solutions techniques. Voilà. Il y a une petite question de Sabine, si on peut quand même l'adresser, Jean-Daniel. Ah oui, une question. Donc la question, voyez-vous des différences de collaboration Open Innovation avec les startups et PME innovantes? Je crois que c'est au pluriel qu'on avait discuté de ça. Comment on travaille avec une startup et comment on travaille avec une PME innovante? J'ai cru comprendre que c'était plus facile avec des PME dont le langage était plus proche du vôtre, justement. C'est pas tant le langage, c'est plus l'approche marché. Une start-up qui commence, elle est vraiment concentrée sur son business model, sur le développement de la solution et le développement de son entreprise. Et elle est au début de ses relations commerciales. Donc, elle apprend, elle aussi, sur ses relations commerciales. Donc, c'est souvent un petit peu plus long dans la compréhension et dans le langage commun. Voilà. Et puis, sur la vitesse, puisqu'elle doit aller très vite. Une start-up qui se crée, peut-être une PME qui a aussi de quoi se financer, les reins un peu plus solides, qui a l'habitude de… Voilà. C'est là où je vais voir des différences. Après, sur la capacité à innover, les deux sont totalement en capacité et nous, de les accueillir et de travailler ensemble, là, il n'y a aucun souci. Très bien.
Eh bien, écoutez, peut-être pour conclure, vous remercier, Muriel, Eric, d'avoir accepté de partager vos expériences avec nous aujourd'hui. Vous dire qu'avec les partenaires, donc ADOC et Atome, on organisera un prochain webinaire. Je n'ai pas encore la date, mais sachez que l'on pense s'intéresser aux questions d'innovation durable, hein, puisque c'est plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui, on doit apprendre à faire différemment et dans le respect de l'environnement. C'est une responsabilité que l'on doit porter et on doit s'engager pour assurer l'avenir de nos enfants et plus largement de la planète. Voilà, donc je vous espère nombreux à ce prochain rendez-vous qu'on ne manquera pas de vous indiquer, notamment quand on partagera le replay de cette session. Donc encore une fois, un grand merci à vous tous et une très belle journée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.